Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un entrepreneur et un investisseur français. Depuis sa première start-up en 1996 à la cofondation de Ledger, leader mondial en sécurité de crypto-monnaies, il a su comprendre les révolutions de son temps. Ce business angel, véritable accompagnateur de l'entrepreneuriat, est en principauté à l'occasion de la première édition du Monaco Inspire. Bonjour Éric Larchevêque. Bonjour. Moi je dis Monaco Inspire. Alors, quand on m'a parlé de vous, quand les organisateurs du Monaco Inspire m'ont parlé de vous, je me suis dit, c'est incroyable, j'aurais pas pu imaginer mieux pour incarner l'inspiration. Bon. Bah ouais. Merci. Parce que vous êtes plutôt inspiré quand même. Oui, c'est vrai que j'ai été souvent inspiré dans ma carrière, en tout cas, pour toujours tenter des nouvelles choses et changer de vie quasiment tous les 5 ans. Ouais. Changer de pays, changer de business, tenter l'aventure. Ouais, c'est ça. Alors, quand on se dit j'ai changé de vie et de business tous les 5 ans, est-ce qu'on arrive quand même à construire en 5 ans ? Oui, puisqu'on construit des business et puis on les revend et on passe à autre chose parce qu'on a envie de continuer de bâtir. Parfois, on est arrivé au bout d'un cycle et donc on a envie de changer. Et on arrive quand même en fait, on arrive à bâtir, puisque déjà, on fait ce qu'on aime. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est la base. Hein. C'est la base. Mm. Et puis après, on peut passer de réussite en échec, en réussite, etc. Mais on réussit à monter un petit peu les niveaux et à tenter des choses de plus en plus grandes. Ah, parce que quand vous dites on fait ce qu'on aime, qu'est-ce que vous aimez, vous, vraiment ? C'est créer, c'est développer, ou c'est faire quelque chose qui marche ? C'est explorer un secteur ? C'est quoi, vraiment ? Ou c'est un peu tout ? C'est sortir des projets de terre. Je pense que ce que j'aime faire, c'est vraiment transformer des volontés, des idées, on va dire, en réalité. Et je pense que je suis quelqu'un qui est plutôt bon dans la phase de création, de lancement, de structuration, de mise en orbite. Et après, je suis peut-être moins un administrateur. Et c'est pour ça que j'ai tendance, en fait, à passer à autre chose au bout de quelques années. Vous dites, je ne suis pas un administrateur. C'est quoi ? C'est la phase où après, il faut faire fonctionner quelque chose qui est moins inspirante pour vous ? Oui, pour moi, qui correspond moins, je pense, aussi à mes compétences. Quand on a une entreprise qui, depuis quelques années, est positionnée sur un marché et qu'il s'agit de gérer une croissance qui peut être parfois importante, mais on n'est plus dans le fait de devoir déplacer les montagnes pour lancer quelque chose. C'est un autre type de fonctionnement qui sûrement correspond moins à mon caractère. Vous vous êtes toujours senti comme ça, cette envie de déplacer les montagnes. Est-ce que la caricature d'Éric Larchevêque à 15 ans qui monte une association, par exemple, c'est ça ou pas ? Non, à 15 ans, j'étais derrière mon ordinateur à programmer et j'avais envie pas de déplacer des montagnes, mais tout simplement de créer, de construire, d'apprendre. En fait, j'étais très curieux, j'étais soif de compétences et mon objectif à l'époque, c'était vraiment de faire des études pour devenir ingénieur en ordinateur, à défaut d'un meilleur terme, et donc d'intégrer une école d'ingénieur, c'était mon but. Mais très rapidement, quand j'étais à l'école, j'ai commencé à bricoler, faire des business, on vendait des décodeurs Canal+ pirates à l'époque. Je faisais un peu des développements pour des entreprises. J'écrivais des articles techniques pour des revues d'électronique. J'ai écrit un livre technique. Je tenais pas en place et j'avais toujours envie de créer, de faire quelque chose. Dans le but quand même business. C'était pas créé pour créer. Je suis pas un créatif. Par contre, tout ce qui me permettait de créer de la valeur. Gagner de l'argent, mais créer de la valeur. C'était pas vraiment pour l'argent à la fin. Je pense que j'étais content de gagner de l'argent, mais c'était surtout plus le chemin que la destination. Et ça, j'ai toujours eu ça en moi. Je me rappelle, quand j'étais plus petit, j'étais dans un marché à Saint-Ouen pour acheter des masques africains. Et on m'avait dit qu'il fallait négocier. Et j'avais une dizaine d'années. Et visiblement, j'avais réussi à bien négocier, puisque le vendeur m'avait regardé, m'avait dit, et à ma mère, j'étais avec ma mère, il m'a dit, oula, lui, il ira loin. Je ne sais pas s'il ira loin, mais lui, il a compris en tout cas. Et donc, je me suis dit, tiens, alors que le business, je ne sais pas, c'était jamais quelque chose que j'avais formellement étudié ou quoi que ce soit, donc j'avais peut-être
cet enjeu en moi dès le plus jeune âge. Il y a une appétence de toute façon Oui. pour le monde de l'entrepreneuriat. Tout le monde n'est pas entrepreneur. Là, les jeunes que vous avez rencontrés dans le Monaco e-Spa, qu'est-ce que vous leur dites quel est le facteur déclenchant? Parce que vous dites, moi j'ai toujours ça en moi. Mais il y a bien un moment où il faut se lancer. Oui. C'est une prise de risque en même temps. Le grand différenciateur entre ceux qui veulent devenir entrepreneurs et peut-être qu'ils ne deviendront jamais, et ceux qui le sont, en fait, c'est l'action. C'est-à-dire quelqu'un qui se pose la question en disant est-ce que je suis un entrepreneur, est-ce que je peux le faire. Bon, tout ça, c'est de la littérature. Même la littérature, ok, c'est très bien, mais non, il n'y a qu'un seul mot qui compte, c'est l'action, c'est le passage à l'action. Et le message que je transmets toujours aux jeunes, aux étudiants, aux moins jeunes qui veulent se lancer, c'est vraiment de faire le premier pas, d'être dans l'action, d'arrêter de se poser des questions, d'écrire des business plans à rallonge, de remettre toujours en question ce qu'ils sont en train de faire, parce que dans l'entrepreneuriat, réfléchir, c'est renoncer. Et donc, il ne faut au contraire pas se poser de questions. Moi, j'ai eu la chance de ne pas être un intellectuel, c'est-à-dire j'ai jamais théorisé les choses, ce qui m'a toujours permis d'être sur le terrain, d'être dans l'action. Et c'est ça, le juge de paix de l'entrepreneur, c'est l'action. Quand vous dites pas trop se poser de questions, pas trop faire de scénarios, pas trop faire de business plan, vous pensez qu'il y a un moment où il y a une dose d'inconscience? Totalement. Totalement. Je pense qu'il faut même cultiver son inconscience. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre à se faire confiance. Parce que pour être inconscient quelque part, il faut avoir une forme d'instinct. Parce que l'idée, c'est pas non plus de faire n'importe quoi. Ouais. Donc il faut y aller sans se poser de questions, donc en n'ayant pas peur. Il faut avoir l'idée, Eric. Alors l'idée, c'est vraiment le moins intéressant. C'est vrai? Oui. En fait, c'est-à-dire que quand vous décidez de faire, vous n'avez pas vraiment une idée? Vous savez que vous allez faire? Oui, alors j'ai une idée à peu près de là où je veux aller, mais je sais que cette idée, elle va changer, elle va évoluer, elle va se déplacer. Donc ça va plutôt partir d'un espèce de besoin auquel je vais répondre. Ouais. Et je vais trouver une méthode pour le faire. Et moi, je dis toujours qu'une idée n'a aucune valeur, seule l'exécution compte. Et là encore, il y a plein de jeunes pour le Monaco Inspire qui viennent me voir et me disent « Monsieur l'archevêque, qu'est-ce que vous pensez de mon idée? Je vais vous en parler. » Et je dis « Attends, ton idée, je m'en fiche. Explique-moi comment tu vas faire. » Parce que c'est ça qui compte. En fait, il n'y a que ça qui compte. Une idée, franchement, il y en a déjà eu plein. Mais la différence, c'est, peu importe l'idée, c'est quelqu'un qui va arriver avec une meilleure exécution, qui va répondre aux besoins d'une manière plus intelligente, mieux pensée. Et c'est ça qui fera la différence. C'est pragmatique, quoi. Mais c'est pragmatique. L'idée, évidemment, qu'il faut une base. Il faut se dire, OK, qu'est-ce que je veux faire, dans quel environnement, quel secteur, etc. Mais il faut surtout se concentrer sur ses compétences, ce qu'on sait faire. Ça ne sert à rien de se dire, je vais faire une voiture volante. C'est une super idée, mais ça n'a aucun sens. Et donc, il faut essayer de résoudre un problème aussi qui soit à sa portée. Parce que ça ne sert à rien de dire qu'on va faire quelque chose si on ne sait même pas commencer par le début de la première phase. Il faut mettre la barre là où on peut l'atteindre. Ah bah la première, oui. Si la première marche est trop haute, ça ne marchera pas. Ouais. Donc, bien sûr qu'il faut rêver, bien sûr qu'il faut voir loin, il faut voir haut. Mais par contre, la première marche, elle doit être atteignable, sinon c'est se mentir à soi-même. C'est ça. Se mentir à soi-même, est-ce que ça veut dire aussi passer à côté de quelque chose? Parce que quand vous dites l'idée compte pas, il y a des gens qui ont des bonnes idées, puis vous dites ils n'arrivent pas à les mettre en œuvre. Ouais. Est-ce que il y a eu un moment où dans votre parcours, parce que je comprends mieux à la lumière de ce que vous dites, comment on peut changer de monde tous les 5 ans, est-ce qu'il y a eu un moment dans votre parcours où vous vous êtes dit je passe à côté? Non, jamais, parce que si je me dis je passe à côté, en fait, j'y suis déjà. C'est-à-dire que je suis assez binaire et soit probablement il y a une révolution, quelque chose à laquelle je passe à côté, mais en fait je ne la vois même pas. Donc je ne peux pas me faire cette réflexion parce que je vais être focalisé sur mon business, ce que je fais, je suis vraiment dans un effet un peu tunnel quand je fais les choses. En tout cas, je suis assez monomaniaque et complètement absorbé par mon objectif. C'est vrai, il y a de la place pour rien d'autre? Rien d'autre, absolument rien d'autre. Donc, de ce fait, je ne peux pas passer à côté de quelque chose. En tout cas, je ne peux pas m'en faire la remarque parce que je ne vais pas le voir. Si par contre, je regarde, je vois quelque chose et je me dis, oula, je pourrais passer à côté et je pense que c'est quelque chose pour moi, eh bien là, je me jette dedans et c'est ce que j'ai fait pour le Bitcoin. Ouais. Alors justement, quand le Bitcoin, vous l'apercevez, qu'est-ce qui vous inspire dans le Bitcoin au départ? Parce que la plupart des gens, quand on leur parle Bitcoin, ils ont du mal à définir l'univers en fait. Parce que
Oui, c'est normal parce qu'en fait, ça défie complètement la manière de penser. Il faut désapprendre en fait ce que l'on sait Ouais. de l'argent pour pouvoir comprendre Bitcoin. Au tout début, moi, je m'y suis intéressé par pure curiosité en me disant qu'est-ce que c'est que cette arnaque. Comment est-ce qu'on peut avoir de l'argent sur le Alors, digital? c'est ça, vous dites le mot, c'est-à-dire il y a une méfiance Bien sûr, moi c'est une méfiance culturelle. culturelle, bien Ouais. sûr. Et je me suis fait la même remarque. Là, je pense que la différence, c'est que moi j'ai peut-être un esprit curieux et je me suis dit, ok, allons voir. Ouais. Et donc, et ça m'a pris du temps. C'est-à-dire que l'autre aspect, c'est que ça prend du temps. On ne peut pas comprendre Bitcoin en 3 minutes comme ça. Et j'ai lu beaucoup. Plus je lisais, moins je comprenais. Et au bout d'un certain temps, probablement quelques semaines, là, j'ai vraiment compris. Et ça a été pour moi un déclencheur. Hein. J'ai été frappé par la foudre. Et je me suis dit que j'allais consacrer le reste de ma vie au Bitcoin, que c'était une révolution industrielle, en réalité deux révolutions, une révolution technologique Ouais. et une révolution monétaire, et que ça allait absolument tout changer, et qu'il était hors de question que je passe à côté. Quand vous dites je vais passer le reste de ma vie avec le Bitcoin, en fait, ça défie votre loi des 5 ans. Hein. Oui, mais par exemple, ça fait effectivement maintenant pratiquement 15 ans, un peu moins, que je m'intéresse au Bitcoin. Je m'y suis vraiment dédié, vraiment à fond pendant un peu plus de 5 ans, en créant CoinHouse, en créant Ledger, où là j'ai eu vraiment, on va dire, un impact et j'ai fait quelque chose. Après, je suis passé à autre chose, effectivement, mais je suis toujours complètement investi dans le Bitcoin. C'est-à-dire Vous avez que, toujours un pied dedans, quoi. ah oui, j'ai même les 2 pieds dedans. Ouais. Donc, moi, toutes mes liquidités, tout ce que j'ai est en Bitcoin. Donc, Tout ce que vous avez est en Bitcoin. oui, sauf évidemment ma maison, Oui, bien sûr. les entreprises dans lesquelles j'ai investi. Mais si, voilà, j'ai pas de, je vais pas acheter des actions, des choses comme ça. Enfin, ça m'intéresse pas. Ça vous intéresse pas, ça? Non, parce qu'en fait, mon objectif, donc j'ai beaucoup travaillé, j'ai effectivement eu la chance de gagner de l'argent, et je veux conserver cette valeur dans le futur. Et pour moi, il n'y a rien de mieux que le Bitcoin qui incarne la conservation du pouvoir d'achat dans le futur. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas à l'euro, au dollar, je ne crois pas non plus. Alors? Si, l'or, j'y crois, mais l'or, en fait, c'est pas très pratique. C'est-à-dire que C'est un peu lourd, c'est volumineux. c'est lourd, c'est volumineux. En fait, le Bitcoin, c'est de l'or digital, donc il a les mêmes propriétés, même des propriétés encore plus intéressantes. Et donc, c'est l'or, en fait, de ma génération, on va C'est une dire. valeur refuge, alors. Pour moi, je le vois comme une valeur refuge, tout à fait. Donc, c'est pas un placement dans le sens où j'attends d'avoir des rendements et je sais pas quoi. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est le nombre de Bitcoin. Ouais. Et donc, ce nombre de Bitcoin, en fait, voilà, il va évoluer, mais en euros, ça va bouger beaucoup. En tout cas, ça n'a aucune importance pour moi parce que ce qui compte, c'est d'avoir en fait mes actifs en Bitcoin. Quand vous dites ce qui compte, c'est d'avoir mes actifs en Bitcoin, est-ce que ça veut dire que vous dédiez du temps dans votre journée à la gestion de ces actifs ou pas? Non, absolument pas, puisque la meilleure façon d'investir dans le Bitcoin, c'est d'acheter et d'oublier. Parce que si on commence à regarder, il y a des hauts, il y a des bas. Il peut y avoir Ouais, c'est fluctuant. Hein. Ouais. Oui, il y a une volatilité qui est très forte. Donc forcément, si on passe sa journée à regarder ça, on peut vriller. On peut devenir fou. Hein, On peut quand devenir même, hein. fou. Donc Ouais. moi, c'est pas du tout. Je fais pas de trading. J'essaie pas de battre le marché parce que franchement, moi, je suis pas trader. C'est un métier. Et donc j'achète, j'attends et je rachète régulièrement. Donc moi, j'ai une position assez extrême. Hein, donc c'est pas du tout quelque chose que je conseille d'être à ce point-là. D'accord, ça c'est moi et j'en ai fait mes propres. J'ai ma propre conviction. Donc c'est pas du tout un conseil en investissement. Cependant, s'il y a vraiment un conseil que je peux donner, c'est de prendre le temps de s'intéresser à Bitcoin parce que pour le coup, c'est une vraie révolution en fait dans la conception de la monnaie. Ça fait 15 ans que c'est là, que ça existe. Malgré tous les scandales, tout ce qu'on peut imaginer, c'est toujours là. Donc, je pense que les gens en fait qui disent oui, c'est une arnaque, c'est un truc pour le blanchiment d'argent, etc. Les poncifs de Bitcoin en fait qui sont complètement débunkés, hein, mais s'arrêter là, c'est une erreur. C'est vraiment commettre une erreur. Et donc, il faut prendre le temps de comprendre Bitcoin. Et le grand intérêt là-dedans, c'est que pour comprendre le Bitcoin, il faut comprendre l'argent. Parce que personne ne comprend l'argent en réalité. On pense savoir ce que c'est, mais en fait, non. On ne sait pas ce que c'est. Et donc, ça force à comprendre l'argent. Et là, on se dit, ah oui, d'accord, ok. Alors, l'argent ou la façon dont... La monnaie. Voilà. La monnaie. La monnaie. Hein, c'est plutôt la façon dont ça s'échange. La monnaie, la politique monétaire. C'est ça. Il y a encore des gens qui pensent que, je sais pas, à la Banque Centrale Européenne, il y a des réserves d'or. Et qu'à chaque fois qu'on imprime de l'euro, il y a de l'or qui arrive. Enfin, on a une conception en fait complètement parfois fausse
de l'argent qui est rassurante. Et à partir du moment où on comprend en fait que c'est simplement la capacité d'imprimer à l'infini et que l'État peut tout simplement spoiler ses citoyens en imprimant de l'argent pour acquérir les ressources et financer ensuite ce qu'elle veut, les guerres, etc. Là, on se dit, ok, mais finalement, j'ai pas mon avenir entre les mains et donc je dois posséder un actif complètement indépendant qui existe à l'extérieur en fait du circuit financier classique que personne ne peut me prendre, que personne ne peut m'enlever. Et donc le Bitcoin en fait coche toutes les cases là-dessus. Et donc pour quelqu'un qui a une vision plutôt pessimiste du futur, qui se dit je veux dire avec les dettes, les trucs ça pourrait quand même mal finir, qui s'intéresse à conserver son argent dans le futur, eh bien s'intéresser au Bitcoin, c'est très bien. Alors voilà. Parce que Eric, on achète du Bitcoin avec de l'argent. Avec de l'euro, oui bien sûr. Voilà. Donc avec de l'euro, avec du dollar. Enfin, avec ce qu'on veut, oui, avec ce qu'on veut. Au même titre que de l'or ou qu'une action, enfin c'est un actif. Et donc, mais par contre, une fois qu'on l'a acheté, on le possède. C'est comme si on se faisait livrer des lingots d'or, c'est un peu la même chose. Et donc, personne ne peut vous couper l'accès en fait à ce que vous possédez. Et c'est ça la grande différence. Alors que si vous avez une créance, en fait, vous avez des actifs, des actions, même de l'or papier, un tracker. Le jour où il y a un problème, vous avez votre créance. Ça peut disparaître. Ah oui, en fait, vous avez juste une créance. Vous ne possédez pas le Bitcoin. Vous pouvez le posséder vraiment. Et donc, ça change tout, en fait. Parce que la propriété, c'est vraiment quand même la base. Pour moi, moi, je suis plutôt libertarien. Je crois à la liberté. Pour moi, la liberté, c'est fondamental. Et le fait de posséder est une des clés de la construction en fait de soi, de la famille, du nœud familial, etc. Et donc c'est pour ça que le Bitcoin pour moi incarne à la perfection la possession. Et je sais que ça semble paradoxal puisqu'on se dit que le Bitcoin n'existe pas, c'est virtuel, alors qu'en réalité il y a l'incarnation de la possession du Bitcoin, elle est vraiment très très importante parce qu'on le possède vraiment. Elle est très forte. Quand on possède du Bitcoin, on se sent propriétaire plus que quand on possède... Parce que j'imagine, avant d'arriver au Bitcoin, vous avez acheté autre chose. Oui, j'avais de l'or physique. Vous avez fait cette différence ? Oui, on le possède vraiment. Donc en fait, quand on possède des Bitcoins, ce qu'on possède vraiment, c'est une information. Ouais. En fait, c'est comme un bon porteur. Quiconque possède cette information peut accéder au Bitcoin. Et donc, il y a une vraie possession. Et elle est aussi forte que de posséder des lingots d'or physiquement. Donc c'est la même chose. Et c'est pour ça que... Pour moi, ça fonctionne très bien et je trouve ça plus pratique que des lingots d'or. Et en fait, c'est plus libre. Oui, c'est plus libre. On peut se déplacer avec facilement. On peut l'échanger à tout instant avec tout le monde sur la planète sans demander la permission à personne. Donc, on n'est pas tributaire d'un cours, forcément. On n'est pas tributaire en fait de rien. Alors après, la valeur, la contre-valeur en euros peut évoluer. Et donc c'est là où effectivement il peut y avoir des discussions et dire quand même je trouve ça un petit peu trop volatile. Ouais. Mais il y a aussi un nombre limité de Bitcoin. Il n'y en a jamais plus que 21 millions. Et le Bitcoin a de la valeur parce qu'en fait c'est une construction sociale. C'est-à-dire que tout le monde pense qu'il a de la valeur parce qu'il a une utilité et donc il a de la valeur. C'est comme l'or. Sauf que l'or hérite de millénaires. Le Bitcoin, c'est plus récent et donc forcément, ça fait poser plus de questions. Mais c'est exactement le même principe. Oui, c'est un principe qui existe déjà dans le monde financier parce que l'investissement des banques, l'investissement de l'entrepreneuriat, c'est fondé sur la confiance. Et là, vous me parlez de confiance aussi. Hein, c'est la confiance totale. C'est effectivement là, on est plus dans la confiance dans les mathématiques. C'est pour ça que quand on parle de Bitcoin, on parle vires in numeris en latin, qui veut dire la force dans les nombres. Parce que les maths, elles, ne peuvent pas tromper. Et donc, c'est vraiment une colonne vertébrale extrêmement solide. Est-ce que, alors ça fait certainement le lien, hein, puisque quand vous démarrez, vous me dites, je suis derrière mon ordinateur, etc. Est-ce qu'on peut être libertarien et extrêmement cartésien en même temps ? Ah ben, évidemment. Je pense que plus on est pétri de bon sens, pragmatique, cartésien, plus on est libertarien. Pour moi, ce sont des valeurs qui sont complètement alignées. Moi, j'ai toujours été assez pragmatique dans ma vie. Et donc, j'ai fait beaucoup de choses par pur bon sens. Entreprendre, c'est du bon sens. Manager, c'est du bon sens. Enfin, je pense qu'on a tendance des fois un peu trop intellectualiser les choses et théoriser les choses. Parce qu'à la base, c'est du bon sens. Et donc, il n'empêche que pour le cartésien de bon sens, vous tentez votre chance au poker. Quoi. Ah, mais c'est... En fait, avec le poker, on peut maîtriser le hasard. Il y a la variance. On maîtrise le hasard. Bien sûr, sur le long terme, oui. Ah, oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut déployer un jeu qui est meilleur que l'autre, sur le long terme, on gagnera toujours. Sur le court terme, non. Et c'est ce qui fait la force du poker, c'est qu'on peut prendre un champion du monde et le battre
alors qu'en tennis, Rafael Nadal, faites 1000 matchs contre lui, perdez 1000 fois. C'est impossible. Oh, malheureusement, plus maintenant. Mais... Oh, encore maintenant, je pense. Enfin, oui, moi, oui. Mais même pour la plupart. Enfin, c'est alors que Et qu'est-ce qui fait le ranking, alors, quand vous dites le meilleur du monde? Qu'est-ce qui fait le ranking? C'est le nombre de victoires, c'est le nombre de fois où il gagne contre les autres? Alors, le classement dans le poker est basé sur le nombre de gains en dollars. En dollars. C'est-à-dire, donc, c'est ça dans le tournoi, en fait, dans les tournois, le classement. Enfin, il y a plusieurs classements possibles, il y a plusieurs des points, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que le poker a de la variance. Donc, il y a évidemment une part de hasard, parce que les cartes décident parfois du sort de la partie. Et on peut être le meilleur du monde et on peut perdre, parce que les cartes ont décidé que vous allez perdre. Mais sur le long terme, si vous jouez 1000 fois, eh bien, vous allez à un moment remporter, c'est-à-dire que vous allez battre, parce que vous pouvez être meilleur. Donc, c'est pour ça que je veux dire que le poker, en fait, c'est pas remettre son avenir au hasard pur. Sinon, il n'y aurait pas de professionnels du poker. Il n'y a pas de professionnels dans le casino. Il y a une logique mathématique dans tout ça. Oui, ce sont des statistiques et on peut battre les autres sur le long terme. Donc ça a du sens. Ce qui ne serait pas cartésien, c'est se dire je serais professionnel de joueur de roulette. Où là, mathématiquement, on perd. On ne peut pas battre le casino, à moins de tricher, mais ça c'est autre chose. Alors qu'en poker, oui. Et donc c'est complètement cartésien et je pense que les personnes qui jouent au poker se doivent d'avoir une base cartésienne d'analyse, c'est beaucoup d'analyse de signaux faibles, d'informations à processer en temps réel pour arriver à une conclusion. Et alors après, il y a aussi beaucoup de soft skills, hein, c'est-à-dire qu'on doit gérer ses émotions, on doit être capable de passer des choses. Il y a beaucoup aussi d'émotionnel dans le poker. Beaucoup de concentration quand même. Oui, pour pouvoir gérer en fait tout ce qui va se passer et ne pas se laisser dépasser par ses émotions. Il y a aussi une énorme gestion du risque. Et là, on est beaucoup dans l'action, dans la décision, dans une forme d'inconscience, puisque vraiment au poker, pour être prêt à tout gagner, il faut être prêt à tout perdre. Hein. C'est ce qu'on appelle le bluff. On va vraiment se mettre... on va tout mettre sur la table, on va tout tenter et on va essayer de maîtriser quelque part les éléments pour remporter. Ce n'est pas un acte désespéré, hein, forcément, le fait de tout mettre sur la table. Et il y a beaucoup de passerelles avec l'entrepreneuriat. Et moi, j'ai appris beaucoup grâce au poker en tant qu'entrepreneur. C'est vrai ? Ça vous a fait passer un cap ? Ça m'a fait passer un cap. Ça m'a appris en fait à écouter, à comprendre les signaux faibles, à décoder des situations, à négocier, à maîtriser mes émotions, à gérer mon risque, à comprendre en fait ce que l'autre veut en face, ce qu'il raconte. Ouais. Et il y a beaucoup de fois où dans des négociations, dans des décisions difficiles, de structuration, etc., de situations compliquées, je me voyais mentalement en fait à une table de poker à prendre une décision et je me suis déjà retrouvé à faire tapis sur des décisions de négociation entrepreneuriale, notamment lors de levée de fonds. Et donc, c'est... là, vous parlez de levée de fonds, mais moi, je vous écoute et je me dis, il y a un moment où il a vendu aussi. Vous avez vendu des boîtes que vous avez créées. Oui. Vous avez vendu vos parts. Vous avez, voilà. Oui, j'ai fait des exits et puis des fois, j'ai vendu effectivement des... Oui. Et ça, c'est des moments aussi... Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette sensation, quand on a créé quelque chose, qu'on l'a développé, le vendre, oui. C'est une action, ça. Hein. C'est quelque chose qui demande aussi de gérer une émotion différente. Oui, alors, sauf que moi, j'ai absolument aucun attachement émotionnel à les entreprises. Aucun. C'est-à-dire que je ne... Vous les créez, vous les développez, et après, voilà. Voilà. Pendant le développement, je suis vraiment attaché à l'entreprise. C'est-à-dire que c'est mon objectif. Je ne dirais pas que c'est mon bébé, parce que je n'aime pas du tout ce terme, mais en tout cas, évidemment que j'y suis... je suis dedans et je me bats pour l'entreprise et il n'y a que ça qui compte. Mais à un moment, vous y attachez pas. Non. C'est-à-dire que j'ai une certaine forme d'attachement puisque je fais que ça et je veux que l'entreprise devienne la meilleure boîte du monde. Donc, par exemple, moi j'avais créé Prixing pendant 3 ans. C'était un comparateur de prix. J'avais bossé nuit et jour là-dessus. C'était vraiment mon combat. Et un jour, j'ai décidé que je n'arriverais pas à transformer cette entreprise en une boîte à 100 millions. Et donc, j'ai décidé de l'arrêter, de l'acheter à la poubelle. Et ça a été pris en 24 heures. Et du jour au lendemain, je suis passé de l'entreprise Prixing, c'est ma vie, à j'en ai plus rien à faire. Et pourquoi j'étais capable de faire ça ? Parce qu'à un moment, il y a une évaluation du coût d'opportunité, de continuer par rapport à faire autre chose. Et à un moment, je me suis dit, la bonne décision, c'est d'arrêter, de passer à autre chose. Et là, voilà, ça y est, dans ma tête, c'est décidé, je passe à autre chose. Et donc, Prixing,
n'a plus aucune valeur sentimentale, n'en a vraiment jamais eu. Et donc c'est très important pour un entrepreneur de surtout ne pas commettre l'erreur d'avoir un attachement émotionnel fort, en tout cas déplacé, envers son entreprise, au même titre qu'une entreprise, c'est pas une famille. C'est-à-dire qu'on ses employés, ses collaborateurs, c'est pas une famille. Et moi, je me bats contre l'usage de termes type famille dans une entreprise parce que ça n'aide personne, ça mélange les genres. Et il faut au contraire que les rôles soient clairs, qu'il y ait une certaine forme de distance. Ça ne veut pas dire qu'on doit se comporter comme des abrutis et faire n'importe quoi. Non, on peut être tout à fait bienveillant et bien se comporter, mais voilà. Et là, les jeunes, parce qu'on dit toujours, hein, la jeunesse a beaucoup de cœur, donc les jeunes que vous rencontrez dans le Monaco Inspire, est-ce qu'ils arrivent à faire ce distinguo entre on est là pour travailler ensemble, ou on est là pour créer quelque chose ensemble. Il y a cette espèce d'attachement aux gens aussi. Parce que vous dites l'entreprise, mais il y a aussi les gens avec lesquels on travaille, les gens avec lesquels... Les associés. Les associés. Non, mais bien sûr. Et là, il peut y avoir... moi, quand j'ai fêté mes 50 ans, j'ai fait la liste des invités. Pour faire la liste des invités, en fait, je suis allé sur mon LinkedIn et j'ai regardé toutes les entreprises que j'ai créées. Et donc, j'ai fait par entreprise, donc par époque. Combien, Eric, pardon, des entreprises. Oui. Une dizaine. Ah ouais, et donc, voilà, j'ai fait... 10 entreprises en 30 ans. Oui, c'est ça, à peu près. Ouais. Et donc, si j'avais dû faire un mariage avec les tables, ça aurait été les tables et noms d'entreprise. Parce qu'en fait, c'est ça qui a marqué, rythmé ma vie. Et donc, les associés, les personnes clés dans l'entreprise sont restées, en fait, des personnes proches. Mais on ne s'associe pas pour se faire des amis. Le même titre qu'on ne va pas employer quelqu'un pour s'en faire un ami. Ça peut devenir des amis par la suite, mais il faut faire attention au distinguo. Et donc, on peut travailler pendant des années avec quelqu'un sur un projet commun et pour autant pas partir en vacances avec cette personne, aller tous les soirs boire des bières. Ouais. Non, évidemment qu'il peut y avoir des moments sympas et tout, mais ce sont deux choses différentes. Et un associé, c'est pas forcément un ami. Ça peut être un ami, je veux dire, mais c'est pas obligatoire, en tout cas. Et il faut pas mélanger les genres. Parfois, on peut être associé avec son conjoint. Enfin, ça peut fonctionner avec son frère. Donc, ça marche aussi. Hein. Je dis le pas business en famille, c'est difficile. Bien sûr, c'est difficile, mais ça marche aussi. Enfin, oui, je veux dire, voilà, je veux pas faire de... oui, il faut pas faire de caricature. Exactement. Par contre, quand on cherche un associé, on cherche pas un ami. En tout cas, c'est pas pareil. On cherche quelqu'un qui a quoi ? Qui a des skills complémentaires ? C'est ça ? Quelqu'un qui partage les mêmes valeurs, qui partage... Ça, c'est la base. Qui partage le même objectif, c'est-à-dire qu'il veut aller au même endroit. La destination doit être plus ou moins la même. Le chemin qui va être pris peut être différent. Et donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir une complémentarité ou des désaccords sur des principes, etc. Tant que les valeurs sont les mêmes, on doit prendre des personnes qui, effectivement, se complémentent. Ouais. Moi, quand j'ai créé Prixing, j'étais tout seul, j'ai cherché un associé, j'ai cherché quelqu'un qui était capable, en fait, de faire du business développement, c'est-à-dire d'aller parler à des gens, d'aller trouver... Moi, je suis un grand timide et je ne parle pas aux gens et j'aime pas. Et donc, je suis plutôt quelqu'un derrière mon ordinateur à faire des trucs. Et donc, il fallait que je trouve quelqu'un qui soit capable d'ouvrir les portes, de discuter, de faire du networking. La présentation, ça va, mais par contre, aller ouvrir les portes et aller chercher les gens, voilà, ça c'est un truc, j'ai dû toujours sortir de ma zone de confort pour le faire. Et donc, j'ai cherché quelqu'un qui pouvait apporter ça. Je n'allais pas chercher un double de moi, c'est-à-dire quelqu'un qui était fort techniquement et qui en plus pouvait être leader de la boîte. C'était pas ça. Donc moi, je savais ce que je pouvais faire, je savais ce que je ne savais pas faire. Et donc, on cherche une forme de complémentarité et surtout quelqu'un qui partage les mêmes valeurs et quelqu'un avec qui on sait que ça va pouvoir fonctionner. Et un associé, en fait, ça se cherche pas, ça se trouve. C'est comme se marier. C'est ça. On peut pas forcer le destin. Enfin, on peut essayer. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui me disent, moi, je cherche un associé. Comment on fait ? Il n'y a pas de recette magique. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut créer des opportunités. Il faut aller à des événements comme Monaco Inspire ou d'autres. Moi, je suis sorti de ma zone de confort. Je suis allé parler à des gens, ce que j'aime pas, et j'ai finalement réussi à trouver comme ça un associé. Et donc, il faut créer des opportunités. Vous dites trouver un associé, pardon, je vous coupe, vous n'en avez pas trouvé qu'un, parce qu'avec 10 boîtes en 30 ans, je pense que vous en avez trouvé plein. Voilà, là, c'est juste un exemple. J'étais revenu d'expatriation, je ne connaissais plus personne, je suis arrivé à Paris, je me dis, bon, je partais de zéro. Sinon, mon premier associé, c'était vraiment à l'école que je les ai rencontrés, l'école d'ingénieur. Et puis après, voilà, c'est des rencontres. Et ça devient des évidences.
Et à un moment, c'est une évidence. On se dit, OK, c'est une évidence, je vais m'associer avec cette personne. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il ne faut pas y aller. Est-ce qu'il faut mieux être seul que mal accompagné parce que le nombre de boîtes qui tombent à cause d'un problème d'association, c'est énorme. Et souvent, là, on ne peut rien faire. C'est la fin, surtout quand la boîte est jeune. Oui, parce qu'une fois qu'on est embarqué, c'est un peu comme si on montait sur un bateau, dans un bateau ensemble. Hein. Une fois qu'on est sur ce bateau, on est au milieu de l'eau. Donc, si ça ne va pas, ça coule, quoi. Ah bah ça coule parce qu'on va aller se battre et on va détruire le bateau en se battant. Et ça, malheureusement, c'est des choses qui arrivent très souvent. Parce que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, il n'y en a jamais un qui a vraiment raison. Quand il y a un schisme comme ça entre des associés. Et surtout qu'il y a un schisme, souvent, c'est pas tellement sur tiens, je veux faire ça, non, on va faire ça. C'est vraiment, en fait, ça vrille dans le sens où, dans le succès ou parfois, enfin, dans la défaite ou parfois dans le succès, les personnes se révèlent comme elles sont. Ouais. Et donc, soit elles vont moins travailler que l'autre, et donc moins être engagées, soit elles vont se voir, ah là, il y a quelque chose à aller chercher, pourquoi tu as 4% de plus que moi et donc, en fait, on va rentrer plutôt dans des problématiques de je travaille plus que toi. Ça devient de l'humain, là. Ça devient de l'humain, c'est de l'individuel. C'est de l'individuel, ouais. C'est toujours comme ça. C'est toujours un problème d'ego, un problème de reconnaissance, un problème de pourquoi c'est toujours toi qu'on voit dans le journal, pourquoi c'est pas moi. Non, mais c'est ça. Et c'est pas forcément des désaccords techniques sur attends, je trouve qu'on devrait acheter cette machine, non, on va acheter cette machine. Ouais. Enfin, je veux dire, bien sûr, peut-être ça peut arriver, mais c'est vraiment que de l'humain. Et donc, c'est comme un couple qui avec qui ça ne fonctionne plus. C'est des problèmes à la base de communication, c'est des problèmes ensuite même pas de désaccord, c'est on se supporte plus parce qu'on ne voit plus les choses de la même façon. Et là, donc effectivement, le bateau va couler. C'est ça. Vous parliez tout à l'heure d'expatriation. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit ce sera mieux ailleurs ? C'est Bien pour sûr. ça ? Ah oui, quand j'ai quitté la France en 2002, je me suis dit je reviens plus jamais dans ce pays de merde. C'est vrai ? Parce que j'étais lessivé, j'en avais marre des contrôles fiscaux, contrôle TVA, contrôle URSSAF, toutes les assignations, tribunal, à la France, machin. Ça peut être, oui, voilà, parce que la boîte marchait bien, il y avait des jaloux, et donc c'était compliqué. Et je me suis dit... Et vous prenez cette décision, pardon, vous la prenez rapidement ? Ah oui, très rapidement. À un moment, j'ai l'opportunité de pouvoir aller en Roumanie pour ouvrir en fait une filiale, parce qu'on avait besoin de recruter beaucoup de monde, et on s'est dit on va le faire là-bas, ça a l'air plus intéressant. Il fallait que quelqu'un parte en fait pour porter la filiale roumaine. J'ai dit, moi j'étais le CEO de la boîte, et j'ai dit à Laurent, qui était numéro 2, j'ai dit ok, tu prends la direction. Tu prends le CEO, et moi je vais en Roumanie. Et moi je pars, sinon je vais crever, parce que pendant les 6-7 dernières années, j'avais travaillé, je faisais que ça. Moi, je dormais au bureau, sous le bureau, j'avais pas de vie. Mais c'était parce que c'est la vie que j'avais choisie, c'était celle du travail absolu. Moi, le pire moment de la semaine, c'est le vendredi soir. Je me disais, c'est horrible, je vais me retrouver seul au bureau. Qu'est-ce que je vais faire ? Non, mais donc je travaillais, mais j'étais seul. Mais bon, je choisissais. Donc, alors, vous n'êtes pas si solitaire que ça. Vous m'avez dit tout à l'heure, je suis un grand solitaire. En fait, non, je suis un grand timide. Ah. C'est pas pareil. Donc, pareil. Par contre, je suis toujours associé. Toutes les entreprises que j'ai fait, j'ai eu des associés parce qu'il y a les seuls. Pour moi, c'était pas possible. Donc, je suis pas un solitaire. Mais enfin, j'aime bien être seul à titre personnel. C'est pour ça que j'habite dans une forêt. Mais par contre, non, pour entreprendre, ça, toutes mes réussites, c'est parce que j'ai eu des associés, parce que j'ai eu des personnes qui ont travaillé dans l'entreprise, qui ont énormément apporté. Et j'ai appris à comprendre au bout de 30 ans qu'une de mes qualités, finalement, c'était mon leadership et la capacité de ramener autour de moi des personnes et ensuite de les faire avancer dans la même direction, dans le bon sens, qu'elles s'engagent et qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. C'est ça. Hein, donc, vous arrivez en Roumanie. Vous parlez pas roumain, vous vous installez en Roumanie. Oui, dans les Carpates, en Transylvanie. Ouais, alors là aussi, question forêt, ça devait être c'était pas mal, donc vraiment la nature. Et là, est-ce qu'il y a une lumière en vous qui vous dit, parce que cette inspiration de la Roumanie, c'est pas courant quand même. Vous vous n'êtes pas dit, qu'est-ce que je fais là ? Non, pas du tout, parce que je savais pourquoi j'étais là. C'était pour développer quelque chose. Et aussi, quand là, vous avez dormi sous le bureau. Ouais, c'était un peu différent parce que c'était pas le même rythme là-bas. Mais quand on va dans un nouveau pays, on a évidemment le sentiment que c'est mieux ailleurs, que l'herbe est plus verte de ce côté de la vallée. Et surtout, comme on ne sait pas que les choses là-bas sont compliquées et impossibles, on le fait. C'est Apollo 14, vous vous souvenez, hein, ils ne savaient pas que c'était pas possible, donc ils l'ont fait. Hein. C'est exactement ça. C'est ça. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, en fait, qui ne se pose pas trop de questions et qui donc ne sait pas que c'est impossible, va le faire parce qu'il ne le sait pas, justement. Alors que quelqu'un qui sait que c'est impossible va, dès le début, se mettre des barrières.
Et l'avantage de s'expatrier, c'est qu'on change complètement la donne. On croit que tout est beau, parce qu'on ne connaît pas le pays. Et donc, on y va avec la fleur au fusil. Ouais. Et donc, ça marche, ça passe. Et alors que la Roumanie, c'était un pays des plus bureaucratiques, c'était horrible. Et en fait, c'est pas grave. Pour quelqu'un qui fuyait la bureaucratie. Oui, c'était pas le meilleur endroit pour. Et pour autant, en fait, ça redonne une espèce de rythme, de dynamique. Et donc, je suis allé en Roumanie. Et puis, à un moment, j'ai commencé à tourner en rond parce que socialement, c'était pas super. Je m'embêtais. Dans les Carpates, quand même, ça devait pas être. Ouais, c'était pas la folie. Et donc, je suis parti en Lettonie. Voilà, là, j'ai changé de pays. Parce que je voyais un pays qui était en pleine croissance. C'était les Tigres baltes à l'époque, dans les années 2000, 2005, croissance de 10% du PIB par an. Enfin, c'est une explosion pour eux, hein. C'est-à-dire que la scission avec l'ex-URSS et le fait, ça ressemble un peu à ce que vous aimez, c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas seulement construit des entreprises, ils ont construit un pays. Exactement. Ils ont reconstruit un pays. Et donc, ils étaient à la pointe de la technologie bancaire, par exemple. Ouais. C'est pour ça qu'en Estonie, il y a la citoyenneté électronique, parce qu'en fait, dans ces pays, ils ont dû reconstruire complètement leur système, basé donc sur des technologies plus modernes. Et ils ont skippé complètement tout ce qui est aujourd'hui dans nos sociétés européennes fait la lourdeur, c'est-à-dire c'est le poids de ce que vous disiez tout à l'heure, une pensée formatée, la façon dont on envisage les choses, en fait. Oui, complètement. Donc, il y avait ce souffle de liberté qui était là-bas. Et donc, je me suis dit, il faut que j'y aille. Il y a quelque chose à faire. Et c'est pour ça que je suis allé là-bas et je suis arrivé en 2005 en Lettonie. La Lettonie, la Roumanie, vous décidez quand même de rentrer en France. Oui. Et là, dans votre parcours, il y a eu quelque chose qui m'a vraiment, enfin c'est récent, hein, mais qui m'a vraiment surpris, c'est vous fondez une école. Alors ça a été plutôt sur le tard, 2020. Ouais. Donc c'était 10 ans après mon retour. Beaucoup plus tard, parce que là, c'est après la réussite de Ledger, c'est en fait dans un environnement d'état d'esprit différent. Ledger, c'est votre grande aventure ? Ledger, oui, c'est ma plus grande aventure. C'est une entreprise aujourd'hui qui vaut plus d'1,5 milliard. C'est le leader mondial des solutions de sécurité pour crypto-actifs. C'est une des grandes réussites françaises qui fonctionne bien. Et qui vit sans vous, d'ailleurs. Qui vit sans moi, tout à fait, puisque je ne suis plus opérationnel. Et surtout qui fait 98% à l'export. C'est-à-dire que... c'est pas en France. La France, bien sûr, voilà, c'est 2% du chiffre d'affaires. On est dans 165 pays. Et donc, c'est une entreprise qui rayonne. Et qui de ce fait est plutôt une réussite basée sur la technologie française de la carte à puce. Donc c'est très très technologique. Donc la technologie française de la carte à puce, est-ce qu'elle a encore des beaux jours devant elle ou pas ? Bien sûr, puisque en fait ce qu'on appelle la carte à puce en réalité c'est vraiment la capacité de construire des microprocesseurs sécurisés qui sont là pour protéger des secrets. Donc on utilise ça dans la carte à puce bancaire, dans les passeports. Et la notion en fait d'identité numérique va être de plus en plus prégnante et la notion de décentralisation de plus en plus prégnante. Et donc qui dit décentralisation dit nécessité de protéger ses propres secrets. C'est-à-dire qu'on est soi-même en fait une entité autonome. Secrets, en fait. Voilà. Et donc il faut des systèmes électroniques qui sont faits pour protéger les secrets. Et parce que si c'est dans un ordinateur classique ou un smartphone, on peut les sortir. Et donc on peut voler le secret, et donc on peut voler l'identité. Voilà, pour faire simple. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de solutions avec des éléments sécurisés. Et donc là, il y a une opposition entre l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis sont très cloud, c'est-à-dire on centralise tout dans des énormes clouds. Et l'Europe a beaucoup fonctionné plutôt avec une notion en fait de souveraineté personnelle où chacun a ses datas et donc à développer des solutions carte à puce de protection de données personnelles. Donc c'est deux façons de voir les choses différentes. On ne s'enregistre pas en Europe. En Amérique du Nord, enfin vous parlez des États-Unis, ces systèmes de cloud, en fait, ça crée des nouveaux groupes. Oui, ils ont une approche assez différente là-dessus. Et donc, et de toute façon, l'Europe ne pourra jamais rivaliser avec les États-Unis parce que l'Europe va plutôt, je pense, se désagréger qu'autre chose, puisqu'on voit bien la limite du système et on est trop différents, quelque part, même au sein de l'Europe. Il y a peut-être, parce que les Américains vous diront, enfin
ceux qui vivent aux États-Unis vous diront qu'entre quelqu'un qui vit en Californie ou qui est né en Californie et un gars du Wisconsin, il y a Pas grand-chose à voir, pas effectivement. grand-chose à voir, Côte Est, côte Ouest, c'est pas le même principe, mais c'est quand même un même peuple. Et en tout cas, l'Amérique fédérale arrive à fonctionner. Même, La fédération, c'est peut-être le modèle le plus difficile à appliquer pour nous, les Européens, je pense. oui, parce qu'on est vraiment, pour le coup, plus différents entre les Européens du Nord et les Européens du Sud. Mais même les Espagnols, avec leur système des autonomies, ils ont ce défi-là. Oui, parce que même au sein des pays, en fait, il y a des revendications. Et la Bretagne, la Corse, Pays Basque. Enfin, je veux dire, on peut aller aussi au sein même de notre pays sur on pourrait penser que même le peuple lui-même, parfois, a tendance à se scinder. Donc, c'est un sujet qui est complexe. Et en tout cas, la bureaucratie européenne et le fait d'avoir des règles identiques pour tout le monde limite l'aspect libéral du business. Et donc là, on est face à un choc libéral, avec les États-Unis qui vont reprendre du poil de la bête et se développer, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour l'Europe, mais qui peut-être va permettre un espèce d'électrochoc sur la nécessité de revoir un petit peu la copie et le modèle et de ne pas continuer de s'enfoncer dans une bureaucratie, une taxation sans fin qui va emmener l'Europe et la France dans le mur. En tout cas... C'est le principe du Brexit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les Anglais disent, justement eux, ils disent nous n'avons pas l'habitude de ressembler aux autres. D'abord, ce sont des Iliens, ce qui est encore différent. Encore tout à fait. Ouais. Et ils disent nous n'avons pas l'habitude de ressembler à tout le monde. Nous faisons les choses comme nous voulons les faire, et donc le pommeau de douche, la longueur du cordon, ça suffit. Au départ, ça part un peu comme ça. Sur des détails, oui, tout à fait. Et donc, là, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, l'Europe est face à un énorme défi, ça c'est certain. Alors, revenons à l'école. Vous êtes face à... C'est un défi pour vous aussi de transmettre. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous créez une école? Vous voulez créer des générations? Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, c'est très pragmatique à la base. Donc, l'école, j'ai créé avec Franck Janin. Donc, encore une fois, je n'étais pas tout seul. Et Natacha Bois, donc on était 3. L'aspect, la raison... c'est se dire, OK, il n'y a pas assez de développeurs de haute qualité, c'est difficile à recruter. Donc, une des réponses qu'on peut apporter, c'est de créer une école. Voilà. C'est-à-dire que ça part en fait... Faites comme Alain Ducasse qui crée des écoles de chefs. Voilà. Je n'ai pas assez de cuisiniers qui... Exactement, c'est ça. C'est pas forcément une volonté de transmettre pour les prochaines générations. Enfin, c'est pas la base. Plutôt la conséquence. C'est beaucoup plus pragmatique. Voilà, c'est très pragmatique. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a créé l'école qui s'appelle AlgoSup, qui est située à Vierzon, donc centre on n'a de pas la parlé France, de Vierzon. qui est ma ville d'origine, là où se trouve aussi l'usine de Ledger, et en tout cas qui a vécu un petit boom économique grâce à l'installation de Ledger. Et donc, on a décidé d'installer l'école de développeurs, la Silicon Valley ou la Sologne Valley, au choix. Et donc, c'est une école qui est toute en anglais, de 5 ans, qui forme des développeurs informatiques de haut niveau. Et donc là, évidemment, qu'on est dans la transmission. Et c'est aujourd'hui, de toute façon, ce qui m'anime d'une manière générale, qu'on a une carrière comme la mienne, où j'ai fait beaucoup de choses, et où aujourd'hui, j'ai décidé que je n'avais pas forcément envie de reconstruire une entreprise et de m'y donner corps et âme. De dormir sur le bureau. Voilà, ça c'est fini. Parce que là, maintenant, c'est fini, parce que vous avez quand même 3 enfants. J'ai 3 enfants. Donc on ne dort pas sous le bureau quand on a 3 enfants à la maison, quand même. Non, je ne dormais pas sous le bureau, effectivement, quand j'avais les enfants. Par contre, quand ils étaient plus jeunes et quand j'étais dans Ledger, je travaillais beaucoup et je ne les voyais pas beaucoup. Mais à partir, on va dire, de 2019 et Covid, je suis rentré dans ma slow life. Où là, je me suis dit, je m'installe dans une forêt et les choses vont être différentes. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de redormir sous le bureau. Je me dis que je n'ai plus envie. Vous ne voulez plus créer de boîte? Non. Alors, il ne faut jamais dire jamais dans ces trucs-là, ça peut me tomber dessus, mais je veux continuer d'entreprendre. Et ce que je fais aujourd'hui, j'ai un grand domaine et puis je fais ce que j'appelle des masterminds pour les entrepreneurs. Je reçois des entrepreneurs pendant des séjours de 2-3 jours avec pour objectif de résoudre leurs problématiques et de les accélérer, donc de créer énormément de valeur. Et ça, c'est génial quand je vois le résultat. Des gens qui arrivent vraiment à décoller, à doubler leur chiffre d'affaires en 1 an parce qu'on arrive à mettre en place les bonnes méthodes. Ça, c'est de la transmission aussi. J'utilise toute mon expérience pour y arriver. Et aujourd'hui, voilà, ça m'intéresse. Donc, c'est une forme d'entrepreneuriat, évidemment. Mais c'est plus cool. C'est-à-dire que je ne me dis pas, attention Eric, là, faut que maintenant tu as créé une boîte à 1 milliard, il faut que tu crées une boîte à 10 milliards. Non.
Là, je me dis, OK. Vous êtes moins dans une dynamique... Ouais, je suis moins dans une dynamique, en fait, de prouver les choses au monde. C'est-à-dire qu'un de mes moteurs, c'était de prouver que j'étais capable de faire. J'avais envie de montrer que j'avais la capacité de réaliser de grandes choses. Donc, on a tous ces moteurs, en fait, et il faut les utiliser à fond. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je me dis, OK, j'ai fait des trucs, je suis en paix avec moi-même. Donc, je n'ai pas la nécessité de vouloir démontrer plus. Donc, ce moteur-là, en fait, c'est un peu éteint pour le moment, mais il peut peut-être repartir. C'est pour ça que je ne sais pas. Et donc, aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est d'être dans la transmission. J'adore rencontrer des entrepreneurs, faire des conférences, transmettre, donner des conseils. Des jeunes. Voilà, des jeunes ou moins jeunes, hein, parce qu'il y a aussi... Il y a aussi des moins jeunes, ouais. Voilà, il y a aussi des moins jeunes qui veulent entreprendre. Et il y a aussi toute une génération et toute une typologie d'entrepreneurs qui sont souvent en province, qui font des PME, des TPE, qui ne sont pas dans la French Tech ou qui ne sont pas en fait dans la tech et qui sont assez isolés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incubateur pour eux, personne ne leur parle. Pourtant, ils font du business, ils sont rentables, mais ils ont la solitude de l'entrepreneur. Souvent, ils sont dans un entourage où personne ne les comprend. Et donc, ils ont besoin d'avoir des relais, des échanges. Et c'est pour ça que je crée ces masterminds d'intelligence collective où il y a 8, 6, 8, 10 entrepreneurs qui sont là. Et ensemble, en fait, on peut parler d'ambition et de libérer la parole sur les ambitions. Il y en a qui disent ouais, moi je veux faire 100 millions, personne rigole. Et ça leur fait du bien en fait, parce que quand ils disent ça à leurs proches, personne ne comprend. Et donc ils les tirent vers le bas. Donc cette notion de transmission aujourd'hui, c'est vraiment ce qui m'anime. Donc avec l'école AlgoSup, j'ai aussi un fonds de notation que j'ai créé à Vierzon qui a pour objectif de financer des initiatives dans l'éducation autour des sciences. Voilà, donc on fait des cours de sciences aux collégiens, aux écoliers, pour créer des vocations. Moi, je me rappelle de... éveiller les consciences. Éveiller les consciences. Je me rappelle de ma visite quand j'étais plus jeune, en fait, au Palais de la Découverte, dans la salle Pi, où il y avait tous les chiffres, en fait, en rond. Et ça m'avait marqué. Ça m'avait donné envie, en fait, de comprendre le monde. Et c'est un peu ça ce que je veux recréer. Du reste, quand le Palais de la Découverte a fermé ses portes, ils ont vendu aux enchères en fait tout ce qu'ils avaient et j'ai racheté en fait les chiffres. J'ai racheté la salle Pi, voilà exactement. Parce que pour moi c'est vraiment un symbole effectivement de l'éveil des consciences scientifiques et la culture scientifique est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que voilà c'est pragmatique et il y a peu d'initiatives. Il y a beaucoup de choses autour de la culture, etc. Donc là moi j'ai rien à apporter. Par contre la culture scientifique elle m'apporte. Qu'est-ce que vous dites à vos enfants ? D'abord, est-ce qu'ils sont entrepreneurs ? Est-ce qu'ils ont compris aussi ? Est-ce qu'à 10 ans, ils ont négocié au marché ? Non. Je ne sais pas. En tout cas, donc les trois sont différents. Donc là, ils ont 11, 14 et 15 ans. Je pense qu'il y en a peut-être une qui veut devenir entrepreneur parce qu'elle se dit qu'elle veut avoir cette liberté de faire ce qu'elle veut. Donc elle a perçu ça, en fait, dans l'entrepreneuriat. D'autres, pas forcément. Le plus jeune, on verra. En tout cas, je ne les force pas forcément à être entrepreneurs. Ils feront bien ce qu'ils veulent. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'ils arrivent à trouver leur voie. Et si cette voie, c'est... s'ils veulent, je sais pas, être ébéniste, plombier... Enfin, je veux juste qu'ils soient heureux. Voilà, donc, l'essentiel, c'est de faire ce qu'on aime. Exactement. Donc là-dessus, j'essaye pas de les matrixer pour qu'ils deviennent entrepreneurs, qu'ils reprennent le flambeau. Enfin non, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient heureux. J'essaye donc de bien les éduquer là-dessus. Et c'est pas, entre guillemets, pas facile quand on est dans un environnement, ils voient bien qu'il y a de l'argent, ils comprennent bien qu'il se passe des choses qui sont différentes. Et moi, je veux surtout pas, en fait, les faire vriller. Et donc, dès qu'ils étaient en âge de comprendre, je leur ai dit qu'en fait, ils auraient rien, qu'ils hériteraient de rien. Ils hériteront de rien. Parce que je veux pas qu'ils se construisent en se disant, de toute façon, j'attends. M'en fous, j'aurai. Et ça, c'est le pire, parce que moi, je sais bien que dans ma construction mentale de moi-même, quand j'étais plus jeune, j'avais envie de plus, j'avais envie de... Alors, je ne suis pas né dans une famille où il n'y avait rien, attention, c'était une famille modèle, normale, pas de problème, mais j'aspirais à plus, on veut plus, et c'est ça qui permet, en fait, d'aller chercher, de cultiver leur ambition, en fait. Exactement, je cultivais leur ambition. Moi, je me rappelle très bien, quand j'étais jeune entrepreneur, je me disais, le pire qui puisse m'arriver, c'est de jouer au loto. Enfin, de gagner au loto. De gagner, ouais. Parce que je disais, voilà, il y a de l'argent qui tombe, bam, j'étais sûr que si de l'argent tombait comme ça sur moi, ça allait me démotiver. Même si je ne recherchais pas forcément à être riche, je savais que je me dirais... Bon, il y a une espèce de confort qui s'installe. Et on a besoin, en fait, d'être dans l'inconfort. On a besoin de cultiver cette faim, cette volonté. Donc, évidemment, je ne jouais pas au loto. Et là, pour le coup, je vais expliquer à mes enfants qu'il n'y a pas de billet de loto, en fait.
Ils doivent se Pas faire. loto. Non, parce Éric que là, Larchevêque n'a pas monté une loterie. non, c'est ça. Et pour moi, c'est important. Ça, C'est important. Évidemment, bah oui. Est-ce qu'ils comprennent? Oui, ils comprennent. Ouais. Donc, de toute façon, je leur ai dit dès le début, donc ils ont eu le temps, ils n'ont pas eu le temps de se projeter. Et je pense que je leur ai expliqué pourquoi, et ils le comprennent. Alors après, bon, je pense que la discussion sera peut-être plus compliquée quand ils seront plus grands, mais et puis ce sera différent surtout. Mais oui, je pense qu'ils ont compris le principe et l'idée de ce que j'essayais de faire en tout cas. Est-ce que leur maman comprend? Parce que quand on est une maman, on a toujours envie d'avoir le mieux pour ses enfants. Bien sûr, mais attention, je paye leurs études. Oui, enfin, on imagine. Non, mais voilà, ils sont pas dans des foyers d'accueil. Non, mais c'est ça. Donc, faut pas non plus. C'est-à-dire qu'évidemment que je vais donner tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils aillent au bout, qu'ils fassent des études. Ouais. Ils auront un toit. Enfin, faut pas déconner non plus. Par contre, clairement pas l'idée. Ils n'ont pas un chèque. Ils n'ont pas un chèque qui les attend. Non, c'est ça. Voilà. Alors après, bon. C'est plus compliqué que ça, la transmission, etc. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit de déshériter ses enfants, mais peu importe. Déjà, je veux qu'ils soient dans un état d'esprit où ils disent « Ok, je dois me faire par moi-même » et qu'ils se construisent sans avoir cette chape de plomb, en fait, de se dire j'aurai quoi qu'il soit plein d'argent, parce que ça détruit l'argent, ça corrompt. Ouais. Et l'argent, il faut le mériter. C'est-à-dire que quand on l'a, qu'on s'est battu et qu'on a la valeur de l'argent, on peut avoir de l'argent sans vriller. Moi, j'estime ne pas avoir changé, en fait, entre le Éric qui avait pas grand-chose, mais bon, voilà, encore une fois, je n'étais pas SDF du tout. Hein. Et le Éric qui a beaucoup, c'est le même Éric. Parce que j'ai compris que l'argent, en fait, fait pas le bonheur. L'argent, c'est pas tout. L'argent te rend pas plus intelligent, mieux, meilleur, qu'il faut rester le même. Par contre, si à 20 ans ou 18 ans, tu récupères beaucoup d'argent comme ça, je pense que tu deviens une mauvaise personne. Est-ce que tout ça laisse du temps pour Éric pour faire autre chose qu'entreprendre et penser et se lancer dans des aventures? Est-ce qu'il y a de la place pour autre chose? Il y a de la place pour la musique, pour quelque chose d'autre? Non. Il y a de la place pour rien. En fait, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est entreprendre, construire. Et je m'aperçois que finalement, je travaille encore beaucoup. Parce que c'est un travail différent, qui est plus compatible avec ma slow life. Mais oui, je continue de faire des journées de 12 heures, en fait, sans problème. Et les week-ends, je travaille tout le temps. En fait, je me suis dit, mais en fait, Éric, tu continues de travailler comme un malade. Mais parce qu'en fait, je ne peux pas m'en empêcher, j'aime bien. Et je préfère, mes dimanches, je les passe à réfléchir à qu'est-ce que je pourrais poster, transmettre, écrire sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, ça m'amuse. Ouais. Alors que bon, moi, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, par exemple. J'aime bien les trucs que j'aime bien aussi. Hein. Mais je le fais pas parce que je sais pas. J'ai dit non, faut bosser. Un peu staccanoviste dans l'approche ou pas? Ouais, je pense. Je pense qu'en fait, je peux pas m'empêcher de travailler. Et je le vois bien si je reçois en fait des amis, enfin des trucs. En fait, je me lève, je range les assiettes, je fous ça dans la vaisselle. Je peux pas rester en fait assis. Je peux pas. En fait, il faut. La fameuse expression des ados d'aujourd'hui, chiller, c'est pas votre truc. Alors ça peut. Non. Je peux le faire, je sais le faire, mais c'est très rare. Les vacances aux Maldives, non. Alors si, mais je sais pas, j'ai fait ça il y a 3 ans maintenant. Donc oui, j'ai 10 jours aux Maldives, c'était incroyable, extraordinaire, hein, j'ai chillé. Mais je me suis dit, ok, dans 5 ans, tu reviendras, quoi, quand tu l'auras mérité. Mais là, partir aux Maldives, et puis faire 6 mois là, 3 mois... Non, je pense que je deviendrai fou parce que j'ai besoin pour exister, en fait, d'avoir le sentiment d'être utile, de faire quelque chose, donner du sens, en fait, à mes journées. Et il n'y a rien de pire. Une journée, je me dis, j'ai rien fait aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Ça n'arrive pas, ça. Des fois, si. Et je me sens pas bien, en fait. Là, il faut sortir en forêt, il faut aller ramasser des champignons. Ouais, non, mais... Voilà, alors oui, mais là, j'ai fait quelque chose, je construis un truc avec mes mains, je scie du bois, Là, je me dis, ok, j'adore le travail manuel, j'en fais pas assez parce que, bon, voilà, je suis paresseux, je pense, mais ça, j'aime bien, ça, il n'y a pas de problème. C'est même si... Pour un type qui travaille 12 heures par jour depuis 30 ans, et parfois plus, paresseux, je suis pas sûre. Non, mais je pense que je suis peut-être dur avec moi-même. Paresseux physiquement, alors? Ouais, voilà, c'est ça. Je fais pas de sport, par exemple. Vous faites pas de sport? Ah non, ça, j'arrive pas, j'ai du mal. Courir, j'en peux plus. Ça m'intéresse pas, en fait. Je me dis, mais c'est dur, et on m'a dit, tu verras... Tu sais, si tous les jours tu cours, au bout d'un certain temps, tu pourras plus t'arrêter. J'ai essayé, puis non, ça marche pas. Hein. Ça marche vraiment pas, donc je fais pas de sport. Voilà, c'est pas grave. J'ai la chance d'avoir un bon body, quoi. Ouais, voilà, ça fonctionne. En fait, je consomme énormément d'énergie, donc j'arrive à rester plus ou moins en forme. Ça va.
Donc non, je fais que travailler en fait, parce qu'en final, je pense qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. Il n'y a que comme ça que j'arrive à exister. Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De continuer de travailler le plus longtemps possible. Voilà, je pense, parce que finalement, on verra plus tard, hein, parce que j'ai 51 ans, peut-être un jour, je vais dire, attends, c'est bon, là, j'estime, j'ai encore de l'énergie à revendre. Pas tant que ça, c'est pour ça que je veux pas non plus faire une boîte où je vais aller... Ouais. J'ai pas envie, en fait, là où je fais Il y très a un attention, moment c'est où- la charge mentale. Ouais. Je limite ma charge mentale. Donc, aller faire des conférences, faire des trucs, faire des masterminds, des machins, bon, c'est pas de la charge mentale, c'est que du plaisir. Parce que si à un moment je me dis, je veux arrêter, j'arrête. J'appuie sur un bouton, c'est fini. Alors que créer une boîte avec plein de monde, faire des trucs, et je me dis, oulala, enfin là, La responsabilité. la responsabilité, ça, j'ai choisi de plus en avoir. Et donc, c'est ça qui a changé, en fait. C'est qu'aujourd'hui, ma charge mentale, je la maîtrise. J'ai appris quelque chose de très important, c'est à dire non. Voilà, Ouais. donc apprendre à dire non, ça c'est, je pense, quand tu es au maximum du level de la life, tu as appris à dire non, tu peux dire non. Je pense que ça, c'est un achievement vraiment C'est une important. liberté. Hein. Ah, c'est une liberté énorme. Et apprendre à dire non, ça, c'est, ouais, ça n'a pas été simple. Hein, j'ai mis du temps. Et ça, c'est même pour un entrepreneur, apprendre à dire non à ses mauvais clients, apprendre à ne pas prendre un client pourri simplement parce qu'on a peur de manquer. Voilà, ça, c'est des choses qui se travaillent aussi, mais c'est essentiel. Ben, en attendant, nous, on est ravis que vous nous ayez dit oui. Merci. Donc, merci. Et à bientôt, Eric. À Monaco, Merci. j'espère. Oui, avec plaisir. Au revoir.